syndrome d'apnée du sommeil est la survenue d'au moins 5 événements respiratoires par heure de sommeil. Chaque événement durant au moins 10 secondes. Ces événements peuvent être des apnées, des arrêts complets de la respiration avec une baisse de flux inspiratoire d'au moins 90% ou des hypopnées avec une baisse de flux inspiratoire d'au moins 30% associée soit à une désaturation d'au moins 3%, soit à un micro-éveil. Ces événements peuvent être obstructifs, c'est-à-dire causés par une obstruction complète des voies respiratoires, ou ils peuvent être centraux, c'est-à-dire liés à une dysfonction de la commande ventilatoire. La clinique de l'enfant présentant un syndrome d'apnée du sommeil. Les symptômes nocturnes. L'enfant ronfle, il respire fort, il respire la bouche ouverte, il bave sur l'oreiller, il met sa tête en hyperextension. Il va avoir un sommeil très agité, il tombe du lit, il parle la nuit, il fait des cauchemars, il va avoir du bruxisme, c'est-à-dire qu'il va faire grincer ses dents, il va avoir la bouche sèche, il va boire la nuit, il va faire pipi au lit. Les symptômes diurnes. L'enfant peut présenter une toux matinale. Il va être grognon, triste, fatigué, pâle, cerné. Il pourra être timide dans la journée ou très agité, hyperactif. La clinique de l'adulte présentant un syndrome d'apnée du sommeil. Les symptômes nocturnes. Le patient présente des ronflements qui peuvent être entendus par l'entourage ou un arrêt de la respiration qui peut être entendu aussi par l'entourage. L'entourage entend des apnées. Il peut présenter des éveils nocturnes répétés avec des sensations de suffocation. Il peut aussi, en se réveillant, aller faire pipi, ça s'appelle la nicturie. Présenter des sueurs abondantes, des troubles de la sexualité de type trouble de la libido ou dysfonction érectile. Les symptômes diurnes. Le patient se réveille fatigué, avec une sensation d'avoir eu un sommeil non réparateur. Il présente des céphalées matinales, une somnolence dans la journée, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et une certaine irritabilité, donc des troubles de l'humeur pouvant aller jusqu'à la dépression. En consultation, nous remplirons ensemble l'échelle de somnolence d'Epworth. Il faut poser la question au patient, vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir dans la journée dans les situations suivantes? Vous allez noter 0 si c'est exclu, il ne m'arrive jamais de somnoler. Notez 1 si ce n'est pas possible, il y a un petit risque. Notez 2 si c'est probable, il pourrait m'arriver de somnoler. Notez 3, si c'est systématique, je somnolerai à chaque fois. C'est parti. Pendant que vous êtes occupé à lire un document, devant la télévision ou au cinéma, assis inactif dans un lieu public, salle d'attente, théâtre, cours, congrès, passager depuis au moins 1 heure sans interruption d'une voiture ou d'un transport en commun, train, bus, avion, métro, allongé pour une sieste, lorsque les circonstances le permettent. En position assise au cours d'une conversation ou au téléphone avec un proche. Tranquillement assis à table à la fin d'un repas sans alcool. Au volant d'une voiture immobilisée depuis quelques minutes dans un embouteillage. Ensuite, vous scorerez de 0 à 24. Entre 0 et 6, le sommeil est suffisant. Entre 7 et 9, la qualité de sommeil est améliorable. Et supérieure à 10, la somnolence diurne est excessive. Il y a donc une indication de pratiquer une polygraphie ventilatoire. Le lien entre l'insomnie et le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, quand il est chronique, entraîne au fil du temps des insomnies d'endormissement avec des hyperéveils.
Au bout d'un moment, le syndrome d'apnée du sommeil, qui peut entraîner donc une dépression, va entraîner aussi une insomnie avec éveil précoce. On observe donc, pour les patients chez qui on diagnostique un syndrome d'apnée du sommeil, que 30 à 50% d'entre eux sont devenus insomniaques. A l'inverse, chez les patients qui consultent pour une insomnie, on va observer, quand elle est chronique, une fatigabilité du tonus des muscles pharyngés dilatateurs qui va entraîner des apnées. La privation de sommeil chronique, quant à elle, entraîne des obésités et des hypertensions artérielles qui aggravent le syndrome d'apnée du sommeil. On observe donc, chez 20 à plus de 60% des patients qui consultent pour des insomnies, qu'il existe un syndrome d'apnée du sommeil. Les causes d'apnée obstructive du sommeil. La première cause, c'est l'obésité. L'obésité avec une accumulation de graisse au niveau du cou, du pharynx, de l'abdomen, à l'origine d'une diminution des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, par compression, entraînant une apnée du sommeil. La deuxième cause, c'est les malformations maxillofaciales. On a la rétrognathie mandibulaire, qui est une déformation osseuse avec une malformation du mandibule, c'est-à-dire la maxillaire inférieure, en arrière par rapport à la maxillaire supérieure en avant. Ceci va entraîner une béance interdentaire, c'est-à-dire une malocclusion dentaire de type 2, avec les premières molaires supérieures qui seront en avant des premières molaires inférieures. Ceci va entraîner une malposition de la langue qui pourra moins bien se projeter dans la cavité buccale, qui sera projetée en arrière pendant les phases de sommeil, à partir du moment où le patient est allongé, entraînant donc des apnées du sommeil. On va avoir aussi les hypertrophies des amygdales ou des végétations, donc en fond de gorge, qui vont, pareil, diminuer le passage de l'air par diminution des voies aériennes supérieures. On aura aussi la macroglossie, c'est-à-dire la grosse langue qui peut être liée soit à l'obésité, soit à une tumeur bénigne de l'hypophyse qui est l'acromégalie. Enfin, le frein de langue qui peut être court chez l'enfant et qui va empêcher la langue de se projeter en avant, elle sera plutôt reculée en arrière. Nous aurons aussi les allergies. Donc les causes allergiques, on a la rhinite allergique qui peut être liée au pollen, qui peut être liée aux acariens. On a l'asthme allergique qui sont des crises d'asthme nocturnes liées à la mise en contact des acariens quand le patient pose sa tête sur l'oreiller. Ces crises d'asthme qui seront plus difficilement contrôlées quand on fait de l'apnée du sommeil. Donc, cette cause allergique va créer un gonflement des parties molles à l'origine d'une diminution des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, avec donc l'apparition d'apnée. Nous aurons ensuite la femme enceinte. La femme enceinte présente une hyperœstrogénie physiologique qui va entraîner une hypervolémie, c'est-à-dire qu'elle va avoir des épisodes d'œdème au niveau des membres inférieurs qui, lorsqu'elle sera en position allongée, ces œdèmes vont migrer vers les parois pharyngées et entraîner un œdème nasopharyngé à l'origine encore d'une diminution des voies aériennes supérieures et donc de l'apparition d'apnée du sommeil. Et pour finir, nous avons les toxiques. Quand il y a du tabac, il y a une inflammation des voies aériennes supérieures. Pareil, avec diminution de ces voies aériennes supérieures par gonflement et donc du coup une diminution du passage de l'air et donc l'apparition d'apnée. Et enfin l'alcool qui va lui entraîner un relâchement musculaire à l'origine d'une bascule plus facilement de la langue en arrière pendant le sommeil, à l'origine d'apnée du sommeil. Les complications de l'apnée du sommeil chez l'enfant. L'enfant va présenter des troubles du comportement. Il pourrait être agité, avoir une hyperactivité ou à l'inverse, un ralentissement psychomoteur. Il peut présenter des troubles du déficit de l'attention,
avec des troubles des apprentissages, avec un retard scolaire, des troubles 10, une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie. Il peut aussi présenter un retard de croissance staturo-pondérale. Bien souvent, on observe des enfants qui font des infections ORL à répétition. Pourquoi ? Nous allons avoir une obstruction de type hypertrophie des végétations qui est très fréquente dans les syndromes des apnées du sommeil, ce qui est l'amas lymphoïde qui se trouve en arrière de gorge. Cet amas lymphoïde, qui est donc hypertrophié, va donner une obstruction au niveau des voies nasales, donc on aura un enfant qui respire principalement par la bouche, une obstruction aussi au niveau de la trompe d'Eustache, qui est le conduit qui relie le nez aux oreilles, donc on va avoir un piégeage de tout ce qui est bactéries et virus qui rentrent et qui sortent par les voies aériennes et qui vont entraîner souvent des otites à répétition. On aura aussi le risque que l'enfant présente au long cours une apnée du sommeil et qu'on observe une fois adulte un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les complications de l'apnée du sommeil chez l'adulte. L'apnée du sommeil entraîne des troubles de l'attention. On aura donc une perte de productivité au travail. On risque aussi plus d'accidents de voiture. Nous allons avoir aussi des troubles de la mémoire. Pourquoi ? Un trouble de type déclin cognitif précoce. L'oxygénation du cerveau la nuit est essentielle à la création de nouvelles synapses, c'est-à-dire la liaison entre les neurones. Le manque d'oxygénation, l'hypoxémie du cerveau, entraîne un décrochage de ces neurones avec une mort par apoptose. L'apoptose des neurones, c'est la mort cellulaire de nos neurones qui diminue avec le temps et qui diminue de manière accélérée. On risque aussi plus de faire une maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Il y a un nettoyage des toxines au niveau du cerveau qui se fait chaque nuit. Moins de sommeil réparateur, moins d'oxygénation du cerveau. La protéine bêta-amyloïde, qui est la protéine qui doit être détoxifiée, se fait moins, plus de risque d'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Nous aurons aussi plus de risque de créer des maladies cardiovasculaires. L'apnée du sommeil est un facteur de risque cardiovasculaire. Pourquoi ? L'oxygénation du système cardiovasculaire est nécessaire, elle aussi. Sans celle-ci, donc avec une hypoxémie au niveau cardiovasculaire, on va avoir une fragilisation des membranes, des vaisseaux sanguins. La dysfonction endothéliale, les vaisseaux sont abîmés, va entraîner un risque d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, d'arythmie cardiaque par ACFA, donc l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. On va avoir aussi une inflammation systémique de bas grade, à l'origine de l'apparition d'une insulinorésistance et d'un diabète de type 2, l'augmentation aussi du cortisol et de la gréline avec la diminution de la leptine qui entraîne une prise de poids, voire une obésité, en tout cas une difficulté à perdre du poids. Nous aurons aussi le stress oxydant qui va se mettre en place avec l'apparition de lésions oxydatives, à l'origine elle-même de plaques d'athérome. Ces plaques d'athérome au niveau des vaisseaux, lorsqu'elles se décollent, sont à risque de faire des infarctus du myocarde ou des AVC. Nous aurons aussi l'altération du système immunitaire, donc une dysimmunité, avec plus de risques de faire des infections virales ou bactériennes ou d'apparaître des maladies chroniques. Ensuite, nous avons chez les patients qui fument le risque d'avoir une BPCO, une bronchite chronique. L'association entre l'apnée du sommeil et la bronchite chronique s'appelle le syndrome overlap. Et ce syndrome overlap peut créer à terme une insuffisance respiratoire. Les personnes âgées sont plus à risque de chute. Un sommeil non récupérateur, une fatigabilité la journée, entraîne plus de difficultés à être stable à la marche et donc plus de risque de chute. Elles ont aussi plus d'apparition de douleurs. Les douleurs sont plus importantes quand l'organisme est mal oxygéné. Plus de stress oxydatif, plus de difficultés à gérer la douleur, donc plus de douleurs chez la personne âgée. Plus de risque aussi de faire des glaucomes, surtout celui à angle ouvert, puisqu'on observe que l'apnée du sommeil est un facteur aggravant de l'apparition du glaucome à angle ouvert. Et enfin, chez la femme enceinte,
il y a plus de risques qu'elle fasse une hypertension artérielle gravidique, c'est-à-dire l'hypertension de la femme enceinte, avec plus de risques de prééclampsie. On a aussi plus de risques de diabète gestationnel, de retard de croissance intra-utérin avec des enfants qui naissent prématurés, et plus du coup de risque d'avoir des naissances en néonates, donc c'est-à-dire des réanimations néonatologiques des enfants qui naissent très prématurés. La polygraphie ventilatoire est un examen de diagnostic de l'apnée du sommeil qui est rapide et qui peut se faire un soir, donc en ambulatoire à la maison. La polygraphie ventilatoire peut se refaire, une fois le diagnostic posé d'apnée du sommeil, 2 autres fois, à quelques mois, 4 à 6 mois. On refait un examen, on repose la polygraphie, mais cette fois-ci, le patient va dormir et avec le polygraphe et avec la machine, la PPC nocturne, la machine qui traite l'apnée du sommeil. Ça leur permettra de savoir si la PPC est bien réglée et si le patient ne présente plus d'apnée du sommeil grâce à la machine. On pourra refaire ensuite un 3e examen, une polygraphie sans PPC, c'est-à-dire que 1 an après le début de la mise en place de la PPC nocturne, le patient va arrêter cette PPC pendant 1 semaine, dormir sans PPC pendant 1 semaine et on refera une polygraphie pour savoir s'il fait toujours de l'apnée du sommeil ou pas. À quoi ressemble une polygraphie ventilatoire? C'est une petite machine qui présente plusieurs morceaux. Le premier, c'est la canule nasale que l'on va mettre dans le nez et qui va permettre de mesurer les flux de la respiration pour voir s'il y a des apnées ou des hypopnées pendant la nuit. Le deuxième, c'est les sangles. Nous aurons la sangle thoracique qui va se poser autour du thorax, ainsi que la sangle abdominale qui va se poser autour de l'abdomen. Nous aurons aussi l'oxymètre de pouls qui va permettre au bout du doigt de mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine et la fréquence cardiaque. Et nous aurons des capteurs qui permettront de savoir si le patient est allongé, s'il a été se mettre au lit, mais aussi dans quelle position il dort, sur le dos, sur le ventre, sur la position gauche ou à droite. Une fois l'enregistrement fait à la maison, le patient va revenir avec le polygraphe. On va faire une lecture de cette polygraphie ventilatoire. On fera un compte-rendu qu'on remettra au patient dans lequel il faut que le patient ait dormi au moins 6 heures. On ne peut pas faire un compte-rendu si le patient a moins de 6 heures de sommeil. Le compte-rendu permettra de savoir si le patient fait de l'apnée du sommeil léger, sévère, modéré. L'idée étant de calculer un IH, un index d'apnée-hypopnée. Alors c'est le nombre d'événements respiratoires par heure de sommeil qui quantifie et les apnées et les hypopnées. Quand le patient fait moins de 5 événements par heure, il ne fait pas d'apnée du sommeil. Entre 5 et 15, il fait un syndrome d'apnée du sommeil léger. Entre 15 et 30, un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Et au-delà de 30 événements par heure de sommeil, il fait un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Le compte-rendu permettra aussi de savoir si le patient a ronflé pendant la nuit et combien il y a eu de ronflements par heure de sommeil. S'il y a des ronflements, il faudra regarder s'il les fait en position allongée sur le dos ou si les apnées apparaissent en position allongée sur le dos. Dans ce cas-là, on proposera un traitement qui est surtout positionnel. On va proposer au patient d'aller se coudre une poche dans le dos de son pyjama et d'y mettre une balle de tennis pour ne plus qu'il dorme sur le dos puisque ça favorise ses apnées du sommeil. Et enfin, le compte-rendu devra aussi regarder le nombre de désaturations par heure de sommeil, c'est-à-dire si le patient a une saturation qui descend en dessous de 95%, c'est pathologique, et dernièrement, s'il fait des micro-éveils et combien de micro-éveils par heure de sommeil. Les micro-éveils, on peut observer donc sur la courbe que le patient passe en tachycardie, c'est-à-dire que sa fréquence cardiaque s'accélère de plus de 5 battements par minute.
ventilation nocturne par pression positive continue, la PPC, est une machine qui peut être prescrite une fois le syndrome d'apnée du sommeil diagnostiqué. C'est un appareil qui est posé au domicile du patient par un prestataire de service qui va venir donc au domicile et qui sera remboursé, cette machine, par l'assurance maladie et les mutuelles. À quoi elle sert cette PPC ? Elle sert à envoyer de l'air dans les voies aériennes supérieures du patient une fois qu'il est allongé en train de dormir pour refouler en avant la langue et le palais mou et permettre l'ouverture des voies aériennes en arrière de manière continue. Les deux indications. L'indication standard, le patient présente un IAH supérieur à 30, c'est-à-dire qu'il fait plus de 30 événements respiratoire par heure de sommeil. Il fait un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Nous pouvons sans problème prescrire immédiatement la PPC. Pour celui qui fait un syndrome d'apnée du sommeil modéré, c'est-à-dire qu'il présente un IAH entre 15 et 30, nous pouvons prescrire cette PPC s'il fait plus de 3 symptômes journaliers et nocturnes, c'est-à-dire soit une somnolence diurne, une fatigue diurne, des sensations d'étouffement pendant la nuit, c'est-à-dire des suffocations, ou alors qu'il ronfle ou qu'il va faire pipi la nuit. Mais aussi s'il présente des manifestations cardiaques, c'est-à-dire s'il fait des malaises vagaux ou des palpitations le jour ou la nuit. Ensuite, s'il présente des symptômes très sévères avec un risque accidentel, donc principalement en voiture, très important. Ou s'il présente des manifestations cardiaques sévères de type hypertension artérielle résistante ou fibrillation auriculaire récidivante ou une insuffisance cardiaque gauche avec une fonction systolique, c'est-à-dire une FEVG normale supérieure à 45%, ou s'il présente une maladie coronaire non contrôlée ou des antécédents d'AVC. Ensuite, s'il présente des symptômes pneumologiques graves de type BPCO sévère, la bronchite chronique sévère, ou un asthme mal contrôlé. Les contre-indications à la PPC. Nous ne pouvons pas poser de PPC à un patient qui présente une insuffisance cardiaque avec une FEVG inférieure à 45%. Pourquoi ? Parce que son cœur ne pourra pas supporter les changements de pression. Et il y a un risque, du coup, avec cette PPC, de chute de pression artérielle pendant la nuit. Ensuite, s'il présente plus d'apnée centrale que d'apnée obstructive, c'est-à-dire plus de 50% d'apnées qui seront centrales. Ensuite, s'il présente un syndrome d'hypoventilation, un syndrome d'obésité-hypoventilation, le SOH, c'est-à-dire qu'il présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec des désaturations non obstructives. Ou s'il présente des conditions hémodynamiques perturbées, c'est-à-dire soit des perforations tympaniques, soit des épistaxis, des saignements du nez, ou des pneumothorax, ou des troubles de la conscience, etc. Toute hémodynamique anormale. Ensuite, le patient va être craintif. Il va vous poser des questions. Est-ce que je suis sous oxygène ? Non. La PPC envoie de l'air, pas de l'oxygène. Est-ce que je suis sous assistance respiratoire ? Non. La machine PPC permet d'aider à l'ouverture des voies aériennes supérieures. Ce n'est pas une assistance respiratoire. Le patient respire seul. Est-ce que je risque d'étouffer ? Non, bien sûr que non. Est-ce que la machine fait beaucoup de bruit ? Pas plus que des ronflements. La machine est à 25 décibels, c'est-à-dire bien en dessous d'un ronflement qui fait entre 80 et 90 décibels. Si le patient, pendant les contrôles, se plaint qu'il y a un appareil qui souffle trop fort, c'est qu'il peut y avoir en fait des modifications de pression de la PPC à faire, et vérifier aussi si la PPC n'est pas de fuite, c'est-à-dire le masque est bien adhérent à la peau. L'orthèse d'avancée mandibulaire, l'OAM,
est une autre prise en charge possible pour le syndrome d'apnée du sommeil en cas de rétrognathisme mandibulaire, c'est-à-dire le menton qui est refoulé en arrière. L'OAM est réalisée par les orthodontistes et par les chirurgiens maxillofaciales. C'est une gouttière qui va aller s'installer, qui va se mouler sur le maxillaire supérieur et sur le maxillaire inférieur pour mettre le maxillaire supérieur et inférieur à niveau. Il est indiqué de faire une OAM lorsque le patient présente un syndrome d'apnée du sommeil modéré, c'est-à-dire lorsqu'il fait un IH entre 15 et 30, il fait entre 15 et 30 événements respiratoires nocturnes par heure de sommeil. Dans ces cas-là, le médecin du sommeil va remplir une demande d'entente préalable qu'il va remettre au patient. Le patient va l'envoyer à l'assurance maladie pour prise en charge, puis il va consulter donc un orthodontiste ou un chirurgien maxillofacial pour la réalisation de cette OAM. La deuxième indication, si jamais le patient présente un syndrome d'apnée du sommeil sévère avec un IH supérieur à 30 et qu'il refuse d'être appareillé par PPC ou qu'il ne tolère pas sa PPC, on peut prescrire cette OAM. Chez l'enfant prépubère, son maxillaire supérieur et inférieur sont en phase de croissance. Donc les orthodontistes vont, dans ces cas-là, prescrire des appareils orthodontiques qui vont permettre de stimuler la croissance du maxillaire inférieur pour éviter cette rétrognathie mandibulaire. Chez l'adulte, il est parfois préférable, les chirurgiens préfèrent, réaliser des chirurgies d'avancée mandibulaire, on appelle ça l'ostéotomie d'avancée mandibulaire. Les mesures hygiéno-diététiques. Les conseils d'hygiène de sommeil. Il va falloir créer un environnement de sommeil qui soit favorable, c'est-à-dire une chambre au calme, aérée, avec une température entre 18 et 20 degrés. Il faudra essayer au maximum d'avoir des heures de sommeil régulières, avec si possible des réveils le matin toujours à la même heure. Il faudra essayer d'avoir une activité physique en journée pour favoriser l'exposition en lumière du jour. Il faudra éviter le soir tout ce qui est excitant, le thé, le café, la vitamine C, les boissons énergétiques. Il faudra aussi éviter l'alcool et le tabac. Il faudra éviter tout ce qui donne un repas trop copieux. Éviter aussi la prise de somnifères avant d'aller se coucher, donc les benzodiazépines. Il faudra éviter surtout les lumières bleues, donc l'exposition aux lumières des écrans, de téléphone, de télé, écran ordinateur. En cas de perte de poids à réaliser, il faudra si possible réaliser un rééquilibrage alimentaire avec la mise en place d'une activité physique régulière. Enfin, le médecin pourra prescrire une supplémentation en magnésium. Pourquoi ? En cas de privation de sommeil et de fatigabilité dans la journée, on a du coup un stress oxydatif qui se met en place avec une fuite de magnésium dans les urines. Cette fuite de magnésium dans les urines va entraîner une carence de l'organisme en magnésium qui va entretenir et aggraver la privation de sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil et tous les désagréments, toutes les complications du syndrome d'apnée du sommeil et de la privation de sommeil. On trouve dans l'alimentation du magnésium, on en trouve dans les amandes, dans les noix, dans les haricots secs, dans les lentilles, dans le maïs, dans certains crustacés, certains poissons. Prise en charge ORL. Nous adressons nos patients présentant un syndrome d'apnée du sommeil à nos collègues ORL. Quand il s'agit d'un enfant, on l'adresse à un ORL pour aller rechercher une hypertrophie des végétations ou une hypertrophie des amygdales qui nécessite une opération chirurgicale. Pour les adultes, en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère et en cas de mauvaise tolérance de la PPC, l'ORL va aller chercher une déviation de cloison ou des polypes nasaux. En cas de syndrome d'apnée du sommeil modéré, avec un échec
de la PPC ou un échec de leur thèse mandibulaire, on va aussi pouvoir adresser nos patients à l'ORL. L'ORL va pratiquer des fibroscopies des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire qu'il va faire passer des petites caméras pour aller regarder où se situe l'obstacle au niveau des voies aériennes supérieures. Ou alors il peut aussi proposer de réaliser dans un deuxième temps une endoscopie du sommeil, c'est-à-dire qu'il va endormir le patient, passer la caméra pour aller rechercher une localisation d'obstacle qui n'aurait pas pu être vue pendant l'éveil du patient. Ceci pour poser une potentielle indication chirurgicale. La rééducation maxillofaciale à Rompf se pratique par les kinés maxillofaciales. L'apnée du sommeil peut être liée à une hypotonie linguale, c'est-à-dire une faiblesse musculaire de la langue qui, au lieu de se positionner au repos en haut au niveau du palais, va tomber en avant, basculer en avant et aller se découvrir, quand le patient est en face de nous, se découvrir au niveau de l'avant de la bouche, entre les deux lèvres qui représenteront une béance, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas jointives. Cette béance peut être aussi s'observer avec des troubles de la parole, ou des troubles de la déglutition, ou des troubles de la mastication. Il est important de muscler cette langue qui, pendant le sommeil, va du coup basculer encore plus en arrière par hypotonie musculaire et obstruer les voies aériennes supérieures. Il est important d'essayer de dépister le plus rapidement possible ces troubles et envoyer le plus rapidement au kiné, puisque pendant l'enfance, tout est en croissance. C'est le moment où c'est le plus adapté de faire de la rééducation oro-maxillofaciale. Cette kinésithérapie, cette rééducation peut être faite en parallèle du traitement par PPC, en complémentarité. Il est aussi intéressant de conseiller aux patients, surtout les jeunes enfants, de faire du chant ou des instruments de musique avant pour aider à rééduquer cette langue et l'ensemble des muscles de la bouche. Prise en charge allergologique. Il est important d'adresser nos patients présentant un syndrome d'apnée du sommeil avec des symptômes de rhinite allergique ou d'asthme allergique à nos confrères allergologues. Le bilan allergologique de l'allergologue permettra de déterminer les allergènes en cause et de proposer des conseils d'éviction de ces allergènes au quotidien. Il va aussi, l'allergologue, prescrire des antihistaminiques, des anti-allergiques, et conseiller, en cas d'obstruction nasale, de réaliser un lavage de nez le soir avant d'aller se coucher. Il pourra aussi proposer une désensibilisation aux allergènes en cause.